Le grand rendez-vous de l'épargne, une émission proposée par Capital et Radio Patrimoine, présentée par Fabrice Coustet et Julien Bouissou. Bonjour, bienvenue sur Radio Patrimoine pour ce tout nouveau numéro du grand rendez-vous de l'épargne. Chaque mois, ensemble, nous décryptons l'économie avec nos invités, nos grands témoins et nos experts. Et pour présenter cette émission, je suis bien sûr en compagnie de Julien Bouissou. Bonjour Julien. Bonjour Fabrice. Comment ça va ? Ça va bien. Alors, qu'est-ce qui nous attend, Julien, au sommaire de ce nouveau numéro du grand rendez-vous de l'épargne ? Alors, on va dire une émission spéciale climat. On va s'intéresser aux différentes façons de verdir son épargne, donc de basculer un peu son épargne vers le financement de la transition énergétique. Il y a plein de solutions qui existent. On va aussi voir comment s'assurer que l'épargne est vraiment affectée à ces changements technologiques. Alors, pour en parler avec nous aujourd'hui, deux spécialistes de la question. Alors, tout d'abord, Julien Niquet, qui est le président d'Epsor, qui est un teneur de compte d'épargne salariale. Et vous donnez le choix sur ces comptes-là entre plusieurs fonds labellisés. Alors, on va parler de ça, des labels ISR, développement durable. Bonjour Julien. Bonjour Julien. Et aussi avec nous Marc Tempelman, qui est le cofondateur de Cashbee, une plateforme d'épargne en ligne qui propose comptes rémunérés, assurance vie, et au sein de l'assurance vie, un mandat de gestion estampillé climat. Donc on parlera aussi de la façon de gérer les performances. Bonjour Marc. Bonjour Julien. Voilà, et puis comme d'habitude, nos rubriques habituelles, effectivement, le coup de cœur, coup de gueule de Pierre Sabatier, président de PrimeView, et en dernière partie, votre rubrique, ça vous concerne, en 3 questions qui sont tirées et sélectionnées par Thibault Lamy, et auxquelles vont répondre nos experts. Donc c'est la dernière partie, ça nous concerne. Voilà pour le programme, le grand rendez-vous de l'épargne spéciale placement vert, c'est parti. Le grand rendez-vous de l'épargne, le grand témoin. 2 grands témoins à notre table aujourd'hui pour parler de ces placements verts. Marc Tempelman, cofondateur de Cashbee, Julien Niquet, président d'Epsor. Messieurs, je commence avec Marc. La demande des épargnants, d'une manière générale, en produits d'investissement vert, de développement durable, on a l'impression qu'elle s'est accentuée ces dernières années. Voilà, que les Français, il y a eu une certaine prise de conscience. On a envie évidemment de faire fructifier ces économies, mais également, il faut que ça ait un sens. Il faut aussi que ça serve à la planète. Et notamment, on voit ces jeunes générations qui poussent. Est-ce que c'est quelque chose qui s'est renforcé avec la crise sanitaire, que vous observez également ? Alors on l'observe, mais on n'est pas certain que ce soit la crise sanitaire qui ait particulièrement poussé cette tendance. C'est une tendance de fond qui existe depuis un certain temps déjà et qui concerne certes les jeunes générations, mais aussi les générations un peu plus anciennes. Il y a une réelle prise de conscience qu'on peut tout à fait faire du bien avec son argent tout en préservant le rendement qu'on espère en retirer. Parce que vous proposez donc des mandats de gestion qui sont vraiment... Alors il y a différentes thématiques. Il y a une thématique climat, comme on l'a dit en début. Quelle est la part d'épargnants dans votre contrat qui choisissent ces mandats de gestion ? Alors il se trouve que nous on a fait le choix un peu fort et peut-être un peu radical de ne proposer que des profils estampillés ISR. Donc on croit fort à l'investissement responsable. Tout simplement, encore une fois, parce qu'on ne pense pas que ça vienne à un coût. Il n'est pas nécessaire de lâcher du rendement pour faire du bien avec son argent. Mais au sein de ce grand monde, on a choisi de permettre à nos clients de thématiser leur épargne, donc selon climat, inclusion sociale ou encore la tech, donc l'innovation qui permet d'accompagner la transition écologique. Et la part du climat dans les mandats, vous avez une idée ? Oui, tout à fait. Ouais. Il se trouve que le climat est effectivement le favori aujourd'hui. Ouais. Donc c'est un peu plus de 30% aujourd'hui. D'accord. Donc un encours favorable pour les placements verts. Absolument. Et du côté de l'épargne salariale, alors comment ça se passe ? Les salariés, là, d'ailleurs, ils sont en train de faire leur choix, leurs options. Exactement. Ils ont tendance à choisir un peu les fonds labellisés verts Alors nous, en fait, on propose aux salariés d'orienter leur épargne soit uniquement sur une logique de performance financière, soit d'apporter justement une autre approche de la performance et donc d'avoir une thématique sociale et environnementale forte. On a aussi d'autres thématiques tech ou orientées PME. Et sur cette thématique sociale et environnement, on a aujourd'hui plus de 50% des épargnants qui s'orientent vers celle-ci. Donc c'est vraiment, pour le coup, la thématique la plus forte. C'est en particulier le cas en ce moment, puisque effectivement le mois de mai est souvent le mois d'affectation des primes. C'est la saison des primes de participation et d'intéressement dans la majorité des entreprises. Et donc on voit de plus en plus d'appétit pour le sujet. Je suis d'accord avec Marc, il y a peut-être une accélération, une accentuation, mais c'est quand même déjà quelque chose qui, du côté des épargnants en tout cas, nous des épargnants actifs qui sont nos clients, était déjà assez présent en fait.
Il y a une étude intéressante qui est sortie d'un de vos concurrents, un gros concurrent en plus pour le coup, c'est Amundi Épargne Salariale qui fait le même métier. Mais vous êtes challenger, c'est bien, il en faut aussi. Il montrait effectivement que les salariés avaient tendance à considérer ça comme une prime et à le laisser sur des supports monétaires, leur épargne salariale, malheureusement. En revanche, dès qu'ils sont informés et dès que justement ce sont des placements ISR, investissement socialement responsable, ESG avec des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, ils sont plus appétents justement à desserrer un peu les cordons de la bourse et investir justement en unité de compte, ces fameux fonds actions, pour peu que justement, c'est y ait cette estampille un peu, je fais du bien à la planète avec mon épargne. Est-ce que c'est quelque chose que vous observez également ? Alors nous, pour le coup, on est convaincus d'une chose, c'est que les épargnants ont besoin d'être conseillés, ont besoin d'être orientés. C'est-à-dire que pour la majorité des gens, ils reçoivent effectivement une prime de participation d'intéressement, doivent faire des choix entre des fonds. Pour 90% des Français qui malheureusement ne nous écoutent sans doute pas, c'est pour ceux qui ne sont pas forcément friands d'épargne, c'est compliqué en fait pour eux de faire un choix entre un fonds monétaire, un fonds action international, un fonds action diversifié. Pour eux, c'est compliqué d'aller vers ça. Et donc, nous, notre conviction, c'est qu'on a besoin d'être orienté quand on est un salarié français et qu'on reçoit cette prime-là. Et donc, on les conseille à la fois sur l'intérêt d'utiliser ou pas leur prime, et on va vraiment être un coach sur ce sujet-là au moment du placement de leur prime pour les orienter à la fois dans l'utilisation du plan d'épargne qui est mis à la disposition de l'entreprise, est-ce qu'il faut l'utiliser ou pas, et surtout dans quel type de profil d'épargne, vers quel profil d'épargne il faut aller. Et est-ce que je vais investir un peu en actions, un peu en obligations, un peu en monétaire, etc. Et exactement, plus on donne d'informations, plus on accompagne. Pour le coup, c'est sûr que plus il y a d'utilisation du dispositif. Le souci, Julien Niquetet, on a beaucoup parlé de transférabilité des contrats d'assurance vie. Voilà, il y avait un peu ce fantasme. Si, par exemple, je suis chez un concurrent parce que ma société a décidé et que c'était géré par un teneur de compte, je ne peux pas aller vous voir et dire tiens, je transfère mon compte d'épargne salariale et je peux bénéficier de ses conseils. Comment on fait ça aussi ? C'est un vrai sujet, je trouve. Alors, la transférabilité de l'assurance vie est effectivement un vrai gros sujet. En l'occurrence, je suis un gros soutien de tous ceux qui militent pour plus de transferts. Je pense que ça va de la liberté de l'épargnant finalement sur ces sujets-là. Sur la partie entreprise, sur l'épargne salariale et l'épargne retraite, on reste sur un prestataire choisi par l'entreprise. Donc, il faut, pour le coup, si moi j'encourage tous les salariés à leur parler à leur RH des PSOR. Et en l'occurrence, le transfert d'un dispositif d'épargne salariale se fait assez facilement en fait. D'accord, on peut transférer. Exactement, l'entreprise. Il faut que ce soit le choix de l'entreprise, mais l'entreprise peut assez facilement, pour le coup, changer de prestataire. Nous, c'est le cas de la majorité de nos clients. La majorité de notre activité porte sur finalement un transfert pour mieux valoriser ce dispositif de partage de la valeur dans l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment facilement possible. Mais oui, il faut un tout petit peu faire de lobbying auprès des RH et ou auprès du CSE, qui souvent est aussi un acteur. Enfin, le conseil social et économique de l'entreprise peut aussi être un vrai promoteur de ce type de changement. Pour bénéficier de plus de conseils, parce que pour revenir au placement vert, c'est une des difficultés du secteur. On le sait, il y a beaucoup de labels, alors ISR, Greenfin aussi, alors qui est encore plus spécifiquement sur le climat. Comment on fait pour s'y retrouver ? Est-ce que vous, sur chacun de vos supports, vous donnez des conseils ? Vous faites des filtres aussi ? Peut-être vous ne retenez pas tous les fonds ISR, Marc, par exemple dans le mandat de gestion. Comment vous avez sélectionné les fonds verts ? Alors, il est vrai qu'il y a beaucoup de labels qui se font concurrence et que l'épargnant moyen a du mal à s'y retrouver. Donc nous, on a fait le choix d'être relativement ouvert sur le sujet et d'accepter au sein d'un portefeuille, parce qu'on privilégie quand même la diversification et la gestion de risque, donc d'accepter au sein d'un même portefeuille une vingtaine de fonds, dont certains sont labellisés ISR, d'autres Greenfin, d'autres encore ESG. On pense qu'in fine, c'est ce qu'il y a de mieux pour l'épargnant. Et puis, il ne faut pas oublier que le point de départ, en mettant à part peut-être l'épargnant qui ne veut que faire de l'ESG et pour qui l'investissement responsable est vraiment la finalité première de son investissement, pour la plupart des épargnants, le but du jeu est quand même de retrouver une rentabilité financière et de la combiner avec une prise de conscience et de faire du bien avec son argent. Et donc c'est pour ça qu'on se dit, autant accepter la totalité ou la plupart en tout cas des labels, sachant qu'effectivement il y a des différences entre ceux-là, et qu'il est très très compliqué d'éviter complètement le greenwashing, qui est un peu à la mode aussi, puisque toute entreprise aujourd'hui qui veut faire parler d'elle-même se doit d'avoir une politique plus ou moins verte, plus ou moins en faveur de la transition écologique. D'accord. Mais donc vous, sélection, on va dire, resserrée d'une vingtaine de fonds, ça peut être suffisant, et avec une garantie que quand même on finance le développement durable. Alors oui, je pense qu'une des problématiques de l'investissement durable il y a 5-6 ans, c'était qu'il n'y avait pas tant de fonds que ça, et que donc on avait la diversification de son portefeuille tout en voulant être vert était peut-être plus complexe.
Aujourd'hui, rien qu'en ETF, je crois qu'on n'est pas loin de 700 ETF au monde qui sont labellisés. Oui. Donc, pour le coup, on peut vraiment diversifier son portefeuille selon classe d'actifs, une exposition géographique, actions, obligations, tout en restant dans le cadre responsable. Alors du côté d'Epsor, sur ce thème de la diversification, parce qu'une de vos études récentes était intéressante, parce qu'elle montrait justement il y a peut-être une meilleure diversification un petit peu plus, mais finalement on retrouvait souvent les mêmes valeurs dans les portefeuilles, dans les 10 premières lignes des fonds. On retrouve du L'Oréal par exemple, parce que voilà, c'est la valeur verte par excellence. Alors est-ce qu'on est vraiment diversifié quand on fait que du vert, ou comment on fait ? Alors, il y a deux éléments de réponse. On est diversifié, mais la question c'est est-ce qu'on fait que ce fonds-là, ou si on fait d'autres fonds, effectivement, on peut retrouver la même valeur. On peut retrouver effectivement à L'Oréal dans un fonds ISR, et à côté, si on prend un fonds en grande capitalisation européenne, on va le retrouver aussi. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention quand on a un mix de fonds à pas se retrouver avec une redondance forte. Donc, ça, pour le coup, c'est notre boulot aussi de s'assurer de ça dans la sélection des fonds qu'on propose aux épargnants et aux entreprises clientes d'Epsor. Et après, l'autre chose, c'est dans l'étude que vous mentionnez, on avait vraiment cherché à regarder ce qu'il y avait précisément effectivement dans un fonds ISR, et finalement la promesse qui peut être faite. Il y a souvent une forme on va dire d'incompréhension ou de hiatus entre ce que les épargnants pensent aller chercher en prenant un fonds ISR et ce qui s'y trouve vraiment. Mais c'est un peu ce que relève l'étude. C'est vrai que quand on voit dans le top 10 Total... on en revient au vieux débat dans le domaine, c'est qu'il n'y a pas rarement de l'exclusion. En fait, l'ISR est plutôt inclusif, donc si on veut exclure le pétrole, c'est pas facile pour son épargne. On se retrouve peut-être avec du Total. Donc on est encore sur ce constat-là quand même. Exactement. Et le label ISR, pour le coup, c'était une bonne dynamique pour pouvoir emmener tout le monde à un certain niveau de méthode, de méthodologie, de critères à respecter. Nous, notre conviction, c'est qu'il est nécessaire maintenant d'aller sans doute un cran au-delà, ou en tout cas de réussir à identifier au sein du label ISR ceux qui sont vraiment des game changers sur le sujet, de ceux qui respectent juste une certaine charte. Quand on regarde le site du label ISR, on voit que des éoliennes et des champs de pâquerettes. En réalité, quand on est investi dans un fonds ISR, c'est un petit peu plus compliqué que ça. On finance une transition de l'économie, mais l'économie telle qu'elle est, on est investi dans majoritairement des fonds, c'est des fonds de sociétés cotées, donc on est essentiellement investi dans des grandes capitalisations boursières. Donc faut réussir à associer les deux, et c'est pas forcément toujours évident dans la tête de l'épargnant. C'est-à-dire que l'épargnant, il voit un truc ISR qui peut lui donner l'impression qu'on est dans un truc qu'on est dans plus que de la transformation sur ce sujet-là, et en l'occurrence c'est pas forcément toujours le cas. Et vous, alors au sein d'Epsor, vous faites une sélection resserrée de fonds aussi, où vous dites là on est sûr que c'est le moins de greenwashing possible. Tout à fait. En fait, notre souhait, c'est d'essayer de sélectionner les fonds ISR les plus performants du marché, pas performants au sens uniquement performance financière, c'est et performance financière, mais c'est aussi de regarder ce qu'il y a réellement dans le portefeuille derrière, quelle est la politique du fonds. Je ne sais pas si vous avez vu, mais hier, il y a OFI, par exemple, qui s'est prononcé contre la stratégie climat de Total. C'est les politiques de vote aux assemblées générales. Exactement. Et en fait, c'est intéressant d'aller voir dans un fonds quelle est aussi sa politique de vote sur les entreprises dans lesquelles il est. Pour nous, l'exclusion, c'est un débat effectivement un peu philosophique même, mais en fait, si on veut financer la transition écologique, il faut transformer aussi les grandes entreprises existantes. Les champs d'éoliennes sont financés essentiellement par les grands industriels français, et donc il faut les financer pour aller vers cette transition-là. C'est plutôt notre conviction, mais encore faut-il que l'actionnaire joue un rôle dans cette trajectoire. Bien sûr. Une question pour Marc concernant l'épargne, d'une manière plus générale, l'épargne des Français. On sait qu'elle est très abondante en ce moment. On a été privé un peu de moyens de dépenser, à part sur les ventes en ligne. Je reviens sur la proposition de Cashbee. Vous faites un pont entre le compte courant, c'est-à-dire celui où on a souvent des économies qui dorment, et finalement un mode plus actif. Expliquez-nous. Écoutez, on est parti de ce constat qui précède la crise du Covid, que les Français sont des très bons épargnants, sont vraiment des champions pour mettre de côté en termes de pourcentage de leurs revenus.
mais qu'en revanche, ils sont relativement moyens, voire mauvais, pour le mettre au travail de façon efficiente et optimalisée. Et c'est probablement le résultat d'une culture qui est différente de la culture anglo-saxonne, mais on constate que, par exemple, pour revenir sur les 80-90 milliards d'euros que les Français ont mis de côté de plus pendant la crise du Covid, la très grande majorité de cette somme s'est retrouvée sur des supports monétaires, enfin le compte courant, qui ne rémunère pas du tout, le compte sur livret qui rémunère 0,10, je crois maintenant dans les grandes banques, ou peut-être le livret A qui est tombé à son plus bas historique à 0,50. Et notre proposition de valeur, c'est d'amener progressivement cette épargne vers de l'épargne un peu plus utile, tant dans le sens avec un meilleur rendement moyen sur des longues durées, que dans le sens de performance extra-financière dont on vient de parler. Mais pour ce faire, notre proposition de valeur commence par le produit le plus simple qui soit, c'est-à-dire un compte d'épargne rémunéré à vue. C'est-à-dire qu'en moins de 5 minutes, gratuitement, via l'appli, vous ouvrez un compte qui rémunère, mais où l'argent reste accessible et où vous êtes dans une banque française. Donc en termes de sécurité, vous êtes au même niveau de risque. Et c'est une fois que vous avez fait ce premier pas, qui encore une fois doit prendre à peu près 5 minutes, qu'on peut commencer à vous conseiller pour vous amener vers d'autres solutions d'épargne, notamment évidemment CashBee+, cette solution d'épargne responsable. Alors, effectivement, mettez l'argent à votre service. 2%, c'est marqué sur votre site. Alors, attention, petit astérix. Pendant 3 mois, bien évidemment, il n'y a pas de miracle. CashBee. Marc n'a pas les poches aussi pleines que pour conquérir ses premiers clients. Puis, 0,6% ensuite, c'est quand même meilleur que le taux du livret A. Absolument. Donc, la première année, c'est meilleur que le taux du livret A. Il y a l'autre avantage, c'est que, certes, il y a le petit astérix, mais c'est pour un montant qui va jusqu'à 75 000 euros. Et on peut même aller au-delà, mais dans ce cas-là, on n'a pas les fameux 2% pendant 3 mois. Mon point étant que le livret A est, comme on le sait, capé à 22 950 euros, ce qui n'est pas un problème pour bon nombre de Français, mais qui est un réel problème pour ce qu'on appelle, nous, les mass affluent. Et donc, au-delà de mettre l'argent au travail à un taux un peu meilleur, parce qu'il n'y a pas de miracle, là, vous avez raison, c'est aussi une possibilité de mettre au travail plus d'argent que le montant finalement relativement faible que le livret A permet. Ouais, c'est encore un point faible de ces produits bancaires, pour la thématique verte, c'est qu'on a là, pour le coup, aucune garantie. Enfin, on sait, l'argent travaille, mais on ne sait pas pour qui. C'est la prochaine étape peut-être de l'investissement durable, c'est-à-dire les dépôts bancaires, enfin les livrets comme ça, c'est savoir à quoi sert mon argent. Absolument, mais là je rejoins ce qui a déjà été dit par Julien. On peut être pour l'exclusion. Nous, on est plutôt dans le camp encore une fois, de l'inclusion et d'essayer de faire évoluer les grands groupes vers des usages un peu plus durables et responsables de leurs investissements. Et ça vaut aussi pour les banques. Et j'attire votre attention sur le fait que toutes les grandes banques de la place, et je crois que la Banque Postale notamment, a annoncé que la plupart de leurs investissements maintenant, voire la totalité, sont durables. Et ça, c'est plutôt pas mal. Alors justement, tiens, un placement durable peut-être et qui rapporte près de 5%. Voilà ce que propose l'Indosphère. Julien, vous êtes allé à la rencontre de Laure Vérac, c'est la directrice générale de l'Indosphère qui investit justement en direct sur des parcs éoliens et solaires. On écoute le reportage tout de suite. Le grand rendez-vous de l'épargne, le reportage. En quoi consiste exactement ce financement de parcs éoliens et de parcs solaires ? Via l'Indosphère, l'épargnant peut choisir des projets pour investir soit en dette, soit en actions dans des centrales solaires ou des parcs éoliens. Notre métier, c'est de sélectionner des projets qui sont solides, qui sont en phase de construction, en phase de développement, dans lesquels les particuliers vont pouvoir investir à partir de 50 € et jusqu'à des montants fixés par collecte. Ils vont pouvoir investir donc soit en dette, devenir les banquiers des projets avec des émissions obligataires, donc sous forme d'obligations, soit en actions et devenir actionnaire des projets, prendre des parts du capital des parcs éoliens ou des centrales solaires. Les durées des investissements sont comprises entre 2 et 6 ans en fonction des projets et le remboursement est soit amortissable pour le capital, soit in fine. Donc s'il est amortissable, une partie du capital sera remboursée à chaque échéance, soit de façon trimestrielle, semestrielle ou annuelle, et s'il est in fine, le capital sera remboursé à la fin des 2 à 6 ans de la durée du prêt. Et les modalités sont fixées projet par projet, donc chaque projet a ses propres modalités définies contractuellement en amont par l'Indosphère et les porteurs de projets, donc les sociétés qui développent les projets éoliens ou les centrales solaires. Et les investisseurs, les épargnants peuvent donc choisir de façon très précise et individuelle les projets dans lesquels ils souhaitent investir en fonction des modalités négociées en amont. Que ce soit en action ou en obligation, à quel rendement moyen faut-il s'attendre avec cet investissement ?
Le rendement moyen proposé sur l'endosphère est de 5,05%. Ces rendements sont assez stables puisqu'on est sur un secteur mature, le secteur des énergies renouvelables, des entreprises solides, des filiales de grands groupes comme EDF Renouvelables ou des PME, ETI solides comme Valorem par exemple, et des projets qui bénéficient d'un contrat d'achat par EDF obligation d'achat sur 15-20 ans de la durée d'exploitation. Donc une très belle visibilité sur le temps long à la fois au niveau des entreprises qui portent les projets et des projets en tant que tels. D'où ce taux qui est assez stable, puisque sur l'endosphère, la fourchette annuelle de rendement est comprise entre 4,89 et 5,15%. Par contre, les fourchettes de taux proposées par projet, elles vont être entre 4 et 7%, avec par exemple des taux bonifiés pour les riverains des projets. Justement, la plupart de ces projets sont réservés aux riverains des parcs éoliens et solaires. Comment ça fonctionne? Est-ce que je peux vraiment y accéder librement à ces projets? Sur l'endosphère, il y a deux natures de projets. Effectivement, les projets qui sont soit réservés localement aux riverains des projets, et là ça répond à une attente du territoire et des collectivités sur lesquelles s'implantent ces projets, de vouloir investir dans le parc éolien ou la centrale solaire qui va être construite sur le territoire. Et c'est une logique d'appropriation locale et de partage des retombées économiques sur le terrain pour les riverains et les collectivités. Donc on a 60% des projets présentés qui sont réservés géographiquement, 40% qui sont ouverts à tous. Les projets ouverts à tous vont plutôt répondre à une attente de financement. On vient couvrir un besoin de financement qui peut aller jusqu'à 8 millions d'euros aujourd'hui, qui est notre maximum réglementaire, soit pour les sociétés, soit pour les projets en tant que tels. Et les projets ouverts à tous représentent 40% des projets, mais 65% des volumes ouverts au financement participatif sur l'endosphère. Donc la majorité des possibilités, des opportunités d'investissement sont sur des projets ouverts à tous. Avec la crise sanitaire et les différents confinements, est-ce qu'il y a eu des retards, voire des défauts sur certains projets? Quel est le risque en fait aussi de ces projets? La crise sanitaire et la crise économique qui en a découlé n'a pas eu d'impact sur les projets que nous présentons. On n'a toujours aucun défaut, aucun retard sur l'endosphère, qui fait figure d'exception dans le secteur du financement participatif par cette absence de défaut et de retard, et qui s'explique à la fois par la qualité de l'analyse des projets que nous faisons en amont, une analyse interne projet par projet réalisée par l'équipe de l'endosphère, et aussi par la nature intrinsèque des projets que nous finançons, des projets d'énergie renouvelable, donc solides, avec une visibilité sur plusieurs années grâce au tarif d'achat. La seule conséquence de la crise de l'année dernière a été quelques reports de lancement de collecte, mais liés à des reports de chantier ou à quelques aléas de réorganisation qu'a connu le pays, mais en aucun cas des défauts ou des retards ni sur les projets, ni sur les sociétés qui portent ces projets. C'est un secteur qui est essentiel, donc qui n'a pas connu de baisse d'activité et qui au contraire va connaître une belle croissance dans les années et dans les décennies qui viennent, puisqu'il vient répondre de façon évidente à la transition énergétique que nous devons conduire et aux objectifs européens et nationaux en matière de mix énergétique et de développement des énergies renouvelables. Donc c'est un secteur qui est promis à une belle croissance, que le financement participatif vient accompagner de façon quasi systématique aujourd'hui, puisque les porteurs de projets souhaitent aujourd'hui que ces projets se développent le plus harmonieusement possible sur les territoires, associer les riverains, et également ça vient répondre à une motivation de sens de la part d'investisseurs professionnels plus avertis, qui constituent aujourd'hui une partie croissante de notre base d'investisseurs. Voilà Laure Verhaeghe, la cofondatrice et directrice générale de l'Endosphère, leader du financement participatif de centrales solaires et éoliennes. Bonne question, hein, Julien, c'est vrai, est-ce qu'il n'y a pas eu des défauts? Parce qu'on aurait pu s'attendre après une année difficile. Il faut quand même construire les parcs, donc ça peut être compliqué, mais c'est presque un produit vert miracle, hein, parce que pour l'instant, c'est vraiment immunisé. Attention, produit miracle quand même, on va être... Ouais, mais bon, c'est pas mal, et puis comme vous le dites... 5-6 ans de développement quand même, hein, pour tous ces financements verts. Pour l'instant, bon. Et derrière, effectivement, l'électricité est achetée par EDF, qui est quand même bon. C'est plutôt voilà, solide. il y a des garanties. Enfin, on reste toujours sur ce même système, rachat garanti pendant 20 ans. On poursuit notre grand rendez-vous de l'épargne spécial placement vert, donc avec ce bel exemple de l'Endosphère. On est en compagnie de Marc Tempelman, cofondateur de Cashbee, Julien Niquet, président d'Epsor. Donc on a les deux solutions hein, pour ceux qui ont de l'épargne, et on sait qu'ils sont nombreux, vous êtes nombreux à nous écouter et à entasser dans vos comptes courants. Cashbee est peut-être la solution. Et puis si votre RH a la bonne idée de lancer ces enveloppes de partage du profit, comme on dit, Epsor est là.
nouvel acteur pour vous proposer des solutions innovantes. Et on l'a vu dans la première partie, des solutions aussi vertes dont les Français sont de plus en plus friands, Julien. Exactement. Peut-être qu'on va en venir maintenant à la question aussi qu'on pose toujours en complément de placement éthique, c'est la performance. À quelle performance je dois m'attendre ? Je crois que l'année 2020 a plutôt été favorable à tous ces fonds estampillés ISR, Greenfin. Est-ce que vous avez pu noter des surperformances, comme on dit, sur le long terme de ces fonds ? En l'occurrence, les années 2019 et 2020 ont été assez favorables en fait à l'ISR, souvent parce qu'il y avait moins de positions value, il y avait moins de valeurs pétrolières, etc., qui étaient présentes et qui ont pu souffrir qui notamment. Ont été des valeurs massacrées. Exactement, qui étaient des valeurs massacrées en 2020, donc ça a été assez porteur. Et c'est justement l'un des éléments qu'on met très en avant auprès de nos épargnants, c'est ISR ne rime pas avec le fait de mettre une thématique sociale et environnementale à son épargne ne veut pas dire sous-performance. Au contraire, en fait, c'est pas ce qu'on relève ces dernières années. Et en l'occurrence, on est plutôt on part plutôt du principe que c'est plutôt le contraire même. D'accord. Sur le long terme. D'accord. Oui, et puis c'est vrai que c'est aussi une thématique dans les gestions, vous le disiez, on l'a vu, qui était un peu le parent pauvre depuis pas mal d'années. On était très orienté performance. Maintenant, on voit que cet ISR, ces critères ESG, donc investissement socialement responsable, ces critères économiques, sociaux et de gouvernance, sociaux et de gouvernance, c'est de plus en plus important. Oui, il n'y a plus de sous-performance, il y a même une vraie surperformance. Donc on l'a vu en 2020. Est-ce que finalement, ça serait un support anti-crise, Marc Tempelman ? Quel est votre avis là-dessus ? Alors, je n'irai pas jusque-là, mais il est vrai, si on regarde juste les profils de Cash B+, on peut se targuer d'une performance qui a dépassé les 10% pour chacun des profils l'année dernière, sauf le profil défensif, mais même lui a fait plus 5%. Je rejoins le point qui a été fait. On ne pense pas que nécessairement l'ESG soit gage de surperformance. En revanche, on est convaincu qu'on peut tout à fait investir de façon responsable et obtenir à minima les mêmes performances. Et le deuxième élément que je rajouterai, c'est qu'on estime que sur la longue durée, il est probablement prudent et pas idiot d'investir dans des sociétés qui privilégient l'équité sociale, qui ont des lois d'emploi plutôt justes, qui évitent probablement un peu plus les conflits sociaux, et qui, sur le long terme, éviteront peut-être un peu plus des grands litiges juridiques parce que tenant à cœur des objectifs extra-financiers qui font que sur la longue durée, c'est peut-être un élément de protection pour l'épargnant qui se distingue, encore une fois, sur plusieurs années. D'accord. Alors, il y avait aussi une question qui se posait, c'était celle des frais, parce que donc on a quand même affaire à des produits où non seulement il faut faire une analyse financière, bien sûr, mais une analyse qu'on appelle extra-financière, donc on se dit, voilà. Il y a beaucoup d'analystes un peu partout, ça va me coûter très cher. Alors, miracle aussi, l'AMF a sorti une étude qui montre que, en moyenne, les fonds développement durable, ESG, ISR, enfin tous les sigles qu'on a utilisés, sont un peu moins chers, 0,2 points à peu près de frais de gestion. Alors, surprenant ou finalement doublement vertueux, c'est... Alors pareil, je ne voudrais pas en faire un argument de vente, mais c'est très simple. Statistiquement, en 2015, il y avait 90 fonds, ETF labellisés. Aujourd'hui, il y en a aux alentours de 600. Donc presque par construction, les fonds labellisés, que ce soit IAG ou ISR, sont relativement récents. Et par conséquent, dans un marché où la tendance a quand même été à la baisse des frais dans le monde de la gestion d'actifs, c'est tout simplement des fonds plus récents. Et donc, ils se sont pricés à des niveaux de marché. Mais il est vrai que quand on prend ce facteur en compte, l'épargnant s'en ressort un peu mieux. Et c'est toujours bon à prendre. Même constat chez Epsor, Même constat, et je pense que sur la gestion passive, pour le coup, Marc est encore plus spécialiste que moi, mais sur la gestion active, je pense qu'il y a aussi un souhait de la part des gérants d'avoir une politique de prix qui soit la plus juste et la plus raisonnable possible et transparente aussi sur ces volets-là. Il y a aussi pas mal de fonds qui sont des fonds de partage où une partie des frais peuvent être versés à des fondations, etc. Donc je pense qu'il y a aussi une politique, une philosophie intrinsèquement différente de la part de certains gérants de fonds ISR. C'est pas le cas de tous. On a aussi une très forte croissance des fonds ISR en gestion active. Il y a eu plus de 200 fonds labellisés l'année dernière. C'est vraiment une très forte croissance. Très vite. Parfois, c'est juste des fonds qui obtiennent le label, qui n'étaient pas qui l'obtiennent. Donc, il n'y a pas forcément de changement de philosophie très forte, mais on voit sur certains acteurs un vrai état d'esprit qui peut aussi expliquer une partie de cette baisse.
Il y a même des fonds qui se transforment complètement. Il y a un bel exemple chez nos amis Carmignac, qui était un fonds commodities qui est devenu un fonds green. Ils ont complètement modifié leur façon, leur méthode, mais en changeant le nom. Voilà, on refait tout, on refait même la gestion. Mark Templeman, vous écrivez beaucoup. J'encourage vraiment tout le monde à découvrir le blog de Cashbee, The Interest. Alors voilà, un nom anglais, mais tout est écrit en français avec pas mal d'infos et vos commentaires, que ce soit sur la crise, justement, sur cette finance durable, sur les abus, certains abus sur le Bitcoin, etc. C'est vrai que c'est intéressant de constater chaque semaine que cette finance durable, elle progresse. Elle progresse, on le voit avec les nouvelles générations, mais aussi avec, on le disait en préambule, les Français qui sont de plus en plus appétents à mettre leur épargne pour quelque chose qui fait du bien et à la planète et souvent aussi à l'investissement local. On le voit de plus en plus, les Français aiment bien aussi trouver des fonds qui sont près de chez eux, des fonds de proximité. Est-ce que c'est quelque chose que vous proposez également, que vous allez proposer chez Cashbee ? Alors, on ne le propose pas encore aujourd'hui, mais pour revenir sur le point de l'écriture, et je rejoins un point qui a été soulevé tout à l'heure, la pédagogie fait partie intrinsèque de la proposition de valeur parce on pense, on est convaincu qu'un des freins à l'épargne intelligente et engagée est le manque de culture, et ce manque de culture et le manque d'intérêt qu'ont les épargnants, notamment les Français, pour la finance. Or, la finance n'est pas nécessairement administrative, elle n'est pas nécessairement barbante. Elle peut parfois, quand les marchés chahutent, être même passionnante, et il y a plein d'histoires à raconter. Et on estime qu'à travers ces histoires, qui sont faciles à lire, avec des articles pas trop longs, j'espère, qu'on arrive à s'intéresser un tout petit peu à cette finance. Et une fois qu'on s'y intéresse, c'est beaucoup plus facile d'aller un pas plus loin et de commencer à gérer un peu mieux son argent, tant d'un point de vue rentabilité financière qu'extra-financière. C'est le sujet du jour, évidemment. Voilà, et donner à ses enfants les compétences financières qui durent toute une vie. Et puis il y a pas mal d'articles en ce moment sur le boom économique post-pandémie, point d'interrogation. Carbone net zéro, c'est dans notre sujet du jour. Est-ce que c'est un objectif symbolique, tendance irréversible, ou encore l'inflation, le grand retour. Ça, on va en parler bientôt avec Julien. Un petit peu d'actu là pour les quelques secondes qui nous restent. Julien Niquet, chez Obsor, je crois que ça s'accélère. Exactement, tout va bien chez Epsor. On a connu une année 2020 qui a été une année de croissance malgré une période quand même assez difficile avec Covid. Donc on s'adresse essentiellement aux RH qui en 2020 ont été fortement occupés par bien d'autres choses que le changer de dispositif. Ils étaient occupés par le télétravail, enfin voilà, tout ce que vous connaissez bien évidemment. Mais du coup on a connu une forte accélération et on a la chance d'accueillir des nouveaux investisseurs, puisque Gaïa Capital, qui est très orienté justement sur les sujets d'impact et les sujets de responsabilité sociale et environnementale, vient de l'idée un tour de table chez nous de 20 millions d'euros qui nous permet de relancer une nouvelle phase de croissance pour Epsor qui s'annonce et verte et particulièrement importante. Et voilà, et ça en plus c'est un peu intéressant, alors bravo, félicitations, ça va accélérer la croissance, mais en plus je pense que ça sera justement une variable et que ça sera peut-être un prérequis chez les VC, les investisseurs, d'avoir plus que justement une patte verte, vraiment un écosystème qui encourage à cette épargne responsable en tout cas. Julien, on a fait le tour. Je crois, commence. Oui. Bon, on va remercier nos grands témoins du jour. Un grand merci à Mark Templeman, cofondateur de Cashbee, écrivain, journaliste à 16h, The Interest, le blog de Cashbee, vraiment passionnant. Julien Niquet, vous écrivez aussi un petit peu? J'écris un petit peu, mais un petit peu moins. J'écris beaucoup en interne sur beaucoup de choses, ça fait partie de mes... N'hésitez pas, il faut communiquer, vous verrez, c'est structurant et c'est rigolo de le voir quelques années après. On écrit aussi beaucoup, mais c'est pas forcément moi qui écris, c'est pas moi l'écrivain de vous n'êtes pas le scribe, président d'Epsor, donc à découvrir si vous n'avez pas encore de solution d'épargne salariale. Merci à vous, Julien Bouissou. On se retrouve juste après cette petite virgule. Le grand rendez-vous de l'épargne, ça vous concerne. Tout de suite, la rubrique « Ça vous concerne », votre rubrique préférée puisque c'est la vôtre chaque mois. Thibault Lamy, le journaliste rubrique placement, patrimoine, fait le tri dans les nombreuses questions des internautes et en prend 3 pour nos 3 experts. Thibault, bonjour. Bonjour Fabrice. Première question et ça sera pour maître Nathalie Couzy-Goussuas. Bonjour Nathalie. Bonjour, vous bonjour êtes, à tous. Notaire à Paris et Thibault a pioché la question de l'or.
Oui, alors Laure, son papa vient de décéder, donc elle a touché la nue propriété du logement de son père, mais sa mère en conserve donc l'usufruit et elle peut pas le vendre. Comme la succession comporte pas d'argent, pas de liquidité, Laure a pas les moyens de payer les droits de succession et elle aimerait savoir si elle peut les fractionner. Alors, non seulement Laure peut les fractionner, mais elle peut aussi demander au Trésor public ce qui s'appelle le paiement différé des droits de succession, c'est-à-dire ne payer les droits de succession que 6 mois après le décès de sa maman. Et on comprend pourquoi, parce que rappelons déjà que par principe, lorsqu'une personne décède, ses héritiers doivent dans les 6 mois déposer, lorsque l'actif net est supérieur à 50 000 euros, déposer une déclaration de succession auprès de la recette des impôts et payer les droits de succession corrélatifs. Donc, que se passe-t-il lorsqu'on n'a pas l'argent ou que la succession ne comporte pas de biens liquides pour acquitter ces droits de succession qui sont quand même dus, alors même, comme dans le cas de Laure, qu'on ne perçoit rien sur le moment. Parce qu'on comprend bien la situation de Laure. Comme sa maman est usufruitière, c'est-à-dire qu'elle reste dans l'appartement, qu'elle peut le louer et que Laure ne peut pas le vendre sans l'accord de sa maman, et c'est sûrement pas ce qu'elle veut faire d'ailleurs, eh bien, elle n'a pas les sous pour pouvoir s'acquitter de ses droits. Donc, il y a 2 possibilités. En fait, elle peut demander déjà le paiement fractionné jusqu'en 7 fois sur 3 ans, tous les 6 mois, avec un intérêt qui aujourd'hui est d'1,2%. Sur le montant de l'impôt, donc payé en fait sur une période de 3 ans. Ça a été considérablement restreint avant 2015, c'était beaucoup plus intéressant. Maintenant, c'est considérablement restreint. Mais j'ai envie de vous dire, si Laure ne peut pas les payer aujourd'hui, est-ce qu'elle va pouvoir plus les payer en cette échéance ? C'est pas sûr. D'où la possibilité pour Laure, non pas de demander un paiement fractionné, c'est-à-dire de payer sur 3 ans et demi les droits de succession, qui peuvent être très importants, notamment quand on est un enfant unique, parce que l'ensemble des droits est concentré sur sa tête, mais un paiement différé, qui est possible lorsqu'il y a un usufruitier qui, justement comme dans le cas de Laure, reste à la tête des biens. Du coup, Laure va pouvoir faire au pied de la déclaration de succession avec son notaire une demande auprès de la recette des impôts pour solliciter le paiement de ses droits au décès de sa maman. On comprend l'idée. Dans ces cas-là, elle pourra vendre pour s'acquitter des droits corrélatifs qu'elle n'avait pas payés au décès de son papa. Alors, c'est pas gratuit, donc c'est un intérêt de 1,2% par an, mais qui est fixé, on dit, né variétour, c'est-à-dire une fois pour toutes. C'est-à-dire que même si on a une inflation et que dans 6 ans, les taux sont de 3%, ça sera toujours un intérêt d'1,2, c'est-à-dire fixé au jour de la demande. Donc qu'on soit bien d'accord, on décale donc le paiement des droits de succession au décès de la mère. Exactement, Thibault. Mais alors, c'est assez intéressant d'ailleurs parce qu'il y a 2 modes de calcul un peu subtils. Le premier mode, on dit au Trésor public, voilà, au décès de ma maman, je vous paierai ce que je vous dois, mais comme si ma maman n'était pas là, en pleine propriété. C'est-à-dire qu'on fait un calcul fictif de ce que Laure aurait dû payer en pleine propriété au décès de son papa, et on dit au Trésor public, je vous les paierai dans les 6 mois du décès de ma maman. Ou alors, deuxième solution de calcul, c'est un peu subtil, on dit voilà, je paye les droits, je vous paierai les droits au décès de ma mère que j'aurais dû payer, mais avec un intérêt légal d'1,2. Donc c'est un peu morbide, parfois on faisait un peu des calculs actuaires. Oui, mais enfin c'est fondé sur l'espérance de vie de la maman. C'est un peu morbide et puis on souhaite longue vie à sa maman. Mais donc il y a 2 possibilités de calcul. Donc le fisc prend une hypothèque légale qui n'est pas onéreuse, c'est pas du tout le coût d'une hypothèque bancaire ou conventionnelle. Le fisc prend une hypothèque, pourquoi ? Parce qu'en fait c'est une tolérance pour que les héritiers ne soient pas complètement pris à la gorge, mais c'est pas non plus un cadeau que fait le fisc. C'est-à-dire que dès lors qu'on vend l'appartement, même si la maman est encore en vie, Laure devra s'acquitter des droits de succession. D'accord, donc 2 solutions, on l'a compris. Fractionnement du paiement qui ressemble quand même plus à une facilité de caisse, on imagine pour des gros montants en 3 ans, c'est quand même pas évident. Ou bien, demander justement ce décalage dans le temps avec intérêt qui coûte un peu, mais qui peut être une bonne solution. Effectivement, on pense notamment aux gros héritages ou ce partage en propriété qui peut être très lourd. Merci, maître Nathalie Cousy-Gossuas, notaire à Paris. Tout de suite, prochaine question et prochain expert. Le grand rendez-vous de l'épargne, ça vous concerne. Deuxième question, deuxième expert, on accueille Stéphane Absolu. Bonjour Stéphane. Bonjour Fabrice. Directeur associé chez Pixis Conseil. Thibault a une question d'une lectrice, c'est Sarah
qui a cette question. C'est tout à fait. C'est Sarah qui a une maison en indivision, donc elle détient en indivision à parts égales avec son fils, et elle aimerait, dans sa déclaration d'impôt sur la fortune immobilière, appliquer une décote de 20% sur ce bien. Elle veut savoir si le fisc peut s'y opposer. Alors, sur la valorisation, c'est d'ailleurs tout l'enjeu, un des gros enjeux dans les déclarations IFI, c'est la valorisation des biens immobiliers qu'on va pouvoir y mettre, que ce soit des parts de société ou de l'immeuble. Juste, je fais une petite extension. Il faut savoir que cet enjeu-là est important, puisque dans les recettes qui ont été générées par l'IFI, il faut savoir que les recettes ont été plus importantes que ce que le gouvernement, ce à quoi s'attendait. On a eu 2,1 milliards en 2019 de recettes de l'IFI, alors qu'ils attendaient 1,9 milliard en fin 2020. Mmh. Donc pourquoi cet écart, je pense que justement, c'est un des enjeux, c'est la valorisation des biens immobiliers. Je pense que les contribuables ont quand même suivi la hausse des prix de l'immobilier. Et donc, on a eu une valorisation de l'IFI par corrélation, puisque le contribuable a joué le jeu. Parce que là, dans une déclaration IFI, tout l'enjeu, c'est effectivement de trouver la bonne valeur. Alors, je vais peut-être juste rappeler le principe, avant de parler des éventuelles dépréciations, c'est que lorsqu'on valorise son bien, on doit le valoriser à la valeur de marché au 1er janvier de l'année où on fait sa déclaration. La valeur de marché, c'est la valeur pour laquelle le bien devrait être ou pourrait être vendu. Donc, faut savoir que pour ça, l'administration fiscale a mis en place un outil qui s'appelle Patrim, et qui est quand même un bon outil d'aide à la décision lorsqu'il s'agit de valoriser son bien pour le contribuable. Il faut se connecter sur son portail, et Patrim donne une idée, puisque en fait, la méthode qu'on applique est une méthode de comparaison, c'est-à-dire qu'on va regarder autour la même nature de bien, dans une même zone géographique, et ce que peuvent être les transactions sur ce type de bien. Donc là, on a un premier enjeu qui est un enjeu de valorisation, et de valoriser à la bonne valeur. Ensuite, le deuxième exercice, c'est de se dire, est-ce que j'ai pas des moyens de déprécier le bien immobilier dont je suis propriétaire ? Alors, quand on dit déprécier, ça veut dire qu'il faut qu'on ait un élément de nature à avoir un impact sur la valeur du bien, sur la propriété du bien, sur la gestion du bien. Il faut qu'on ait quelque chose qui, en fait, vienne minorer la valeur du bien immobilier. Donc, on a plusieurs natures, on va parler de décote dans ces cas-là, on a plusieurs natures de décote. Et pour répondre à la question de Sarah, en l'occurrence, une des décotes peut s'appliquer sur l'indivision d'un bien immobilier. Sarah est en indivision avec son fils. Alors, je dirais pas trop de chance pour Sarah, puisqu'on a un arrêt de la Cour de cassation de l'année dernière, septembre 2020, du 30 septembre 2020, qui est venu justement traiter le cas de Sarah, c'est-à-dire une indivision entre une mère et son fils unique. Et là, en l'occurrence, le contribuable demandait une décote de 30%, et l'administration fiscale a dit, dans la mesure où j'ai une indivision plutôt simple, une mère et un fils unique, qu'a priori, il n'y a pas de complications, la Cour de cassation a retoqué, du coup, la décote et a retenu une décote uniquement de 5%. Donc, il faut savoir que, par principe, la décote n'est pas automatique. Il va falloir justifier. C'est parce que la décote pour une indivision, elle est liée au fait que la cession des parts, par exemple, peut être plus compliquée. Voilà, on est sur des codes par indivise. Une indivision à 6, c'est pas, on n'a pas le même degré de complexité qu'une indivision à 2. Donc c'est là où en fait c'est très factuel, l'application de la décote et la valeur de la décote qu'on va y appliquer, c'est très très factuel, et quelque part même une indivision à 2 où en fait le contribuable arrive à prouver qu'il n'y a plus aucun contact avec le fils, donc une indivision mère-fils, mais qu'on s'aperçoit que les relations sont très tendues, qu'il y a un juge, que quelque part la vente du bien serait compliquée, et donc j'ai quelque chose qui vient affecter le bien immobilier. Dans ce cas-là, on peut demander une décote. Donc, je dirais là, le cas de dire j'ai une indivision à 2 mère-fille, on a un arrêt de la Cour de cassation qui est venu nous dire attention, il faut que ce soit quelque chose qui complique la vente dans l'indivision, mais sinon, il n'y a pas de raison d'avoir automatiquement une décote de 20 ou 30%. On a d'autres décotes qui s'appliquent. On a des décotes notamment sur la location d'un bien. Il faut savoir que si le bien est loué, et là encore, j'ai souvent des clients qui me disent moi, mon bien, il est loué, je vais appliquer une décote de 20 ou 30%. Déjà, la première question, c'est de savoir, il est loué, mais quelle est la nature du bail ? Est-ce que c'est un bail de 1948 ? Quand on a un bail de 48 avec un locataire, on sait qu'on est bien lié avec son locataire. Est-ce que c'est un bail loué nu ? Est-ce que c'est un bail loué meublé ? Est-ce que j'ai un 369 ou est-ce que j'ai un bail d'1 an ? Là encore, la durée de contrainte que je vais avoir va justifier. Sur un bail de 1948, on peut avoir des décotes qui vont jusqu'à 40%.
Donc après, voilà, la nature de la décote, il faut savoir que sur une location, la décote, elle va être entre 15 et 40% pour les plus grosses décotes. On a des décotes sur des démembrements de propriété, des décotes sur des monuments historiques. Donc en fait, il y a plusieurs natures de décotes qui viennent affecter en fait et déprécier la valeur du bien. Alors juste pour terminer, parce que la question se pose souvent, est-ce qu'on peut cumuler des décotes ? Ça peut être toujours avantageux. Alors là aussi, il faut rester quand même raisonnable, mais on a un arrêt de la Cour de cassation. Indivision plus locataire, plus... Voilà. Imaginons qu'on ait un bien loué que je détiens en indivision avec 4 de mes frères et sœurs. Le bien est loué. Là, en l'occurrence, la Cour de cassation, ce cas précis, la Cour de cassation en février 2016 avait jugé qu'on pouvait cumuler des décotes et donc appliquer, c'était le cas de l'arrêt, une décote de 20%, une première décote de 20%, parce que le bien était en indivision avec une fratrie de 4 ou 5 personnes, et puis une décote de 20% parce que le bien était loué. D'accord. Donc on peut effectivement rentrer dans ce cumul de décotes. Je dirais, la règle à respecter est le sujet le plus important, puisque c'est en fait au contribuable de justifier de ce qui peut justifier justement l'application de cette décote. Il faut savoir rester raisonnable et trouver à chaque fois l'argumentaire qui permet de justifier de la décote. Merci Stéphane. Stéphane Absolu, directeur associé chez Pixis Conseil. Tout de suite, la troisième question et notre troisième expert. Le grand rendez-vous de l'épargne, ça vous concerne. Troisième question, et notre experte, c'est Charlotte Tamer. Bonjour Charlotte. Bonjour. Directrice conseil chez Yomoni. Thibaut, vous avez une question pour Charlotte de la part de Guillaume. Oui, alors Guillaume, son cas, c'est qu'il a 2 plans d'épargne logement, donc les PEL. Il a entendu parler du renforcement du contrôle des doublons sur les produits d'épargne réglementée. Alors il se demande ce qu'il risque et si on peut lui demander de clôturer un de ces 2 PEL. Alors, en l'état actuel des choses, normalement, le PEL fait partie de ce qu'on appelle des livrets réglementés. On en reparlera juste après. Et normalement, par personne physique dans le foyer, on a le droit d'avoir, par catégorie de livrets réglementés, donc le PEL en est un, on a le droit d'avoir qu'un PEL par personne physique. Donc, normalement, Guillaume n'a pas le droit d'avoir 2 PEL. Son cas, c'est qu'il doit très certainement avoir un PEL dans une banque et un PEL dans une autre banque, et que personne ne s'est encore rendu compte de sa manipulation. Enfin, est-ce que c'est une manipulation, est-ce que c'est un concours de circonstances, il n'était pas au courant, mais normalement, il n'a pas le droit. Tant qu'il n'y a pas de coordination entre les banques, personne ne peut savoir qu'il a 2 PEL. Si la banque, une des banques s'en rend compte, ce qui peut se passer en l'état actuel des choses, c'est qu'on lui demande en fait de fermer un de ses PEL et lui dire qu'il n'est pas, en l'état actuel, conforme à la réglementation. Mais il n'y a pas d'enjeu plus fort que ça pour le moment. On ne peut pas lui demander de rembourser les intérêts qu'il a perçus sur un des 2 placements. Aujourd'hui, non. On peut lui demander de fermer directement son PEL, mais on ne peut pas lui demander, on ne peut pas le sanctionner pour le fait d'avoir 2 PEL. Voilà, aujourd'hui, c'est pas possible. Par contre, donc ça, c'est le fait d'avoir un livret réglementé par catégorie de livret réglementé, c'est une loi de 2013. Et en fait, elle a été renforcée le 14 mars 2021 avec une publication au journal officiel. Et en fait, cette réglementation assez formelle, elle a été établie en 2013 sur le livret A. Et là, elle a été... en fait, il y a eu une extension de cette loi sur les autres livrets réglementés qui sont donc le PEL, le CEL, le compte d'épargne logement, qui est un petit peu le cousin du PEL, le livret LDD, d'accord, le livret jeune, et je me demande si j'en oublie pas un. Non, je pense que j'ai fait le tour. PEL, CEL, LDD, livret jeune et CEL. Et là, la donne change un peu, c'est-à-dire que quand vous allez la mise en application de cette extension, démarre au 1er janvier 2024. Donc Guillaume, il a un petit peu de marge devant lui. Et à partir du 1er janvier 2024, quand vous allez aller voir votre banquier et que vous allez lui demander l'ouverture d'un livret réglementé, la banque va devoir s'assurer auprès de l'administration fiscale que vous n'avez pas, dans cette catégorie-là, déjà un livret existant. Vous, Guillaume, en tant que client, il a le droit de refuser que l'administration fiscale communique cette information à la banque. Si c'est le cas, la banque va tout simplement lui refuser, la banque va trouver ça suspicieux que Guillaume refuse que l'administration fiscale communique avec sa banque, et donc la banque va se trouver dans l'obligation de lui refuser l'ouverture de ce livret. Et s'il accepte la communication de l'administration fiscale avec la banque, c'est assez simple. S'il n'a pas déjà de PEL ou de livret A, qu'importe, eh bien la banque va lui en ouvrir un. S'il en a déjà un, on va lui expliquer que ce n'est pas possible. Et là, à partir de 2024, c'est assorti d'une sanction. Donc si on se rend compte que vous avez 2 livrets de la même catégorie, 2 livrets réglementés
réglementés de la même catégorie, en fait, on va vous laisser un délai de 2 mois pour fermer votre compte. Et si vous ne le faites pas, en fait, la banque va le faire pour vous et réorienter les fonds sur un compte sur livret traditionnel, non réglementé, où là, vous pouvez les cumuler. De toute façon, ils ne rapportent rien. Donc, pour le moment, vous pouvez les cumuler. Voilà. Et autre chose, on va pouvoir aussi assortir le fait, que ce soit volontaire ou non, nul n'est censé ignorer la loi, vous pouvez avoir une amende de 2% en fait, du montant du livret que vous avez doublé. Ah oui, donc là on perd pas mal d'intérêt, surtout sur ces livrets qui sont quand même assez faiblement rémunérés aujourd'hui. Tout à fait. Il reste une petite question en suspens, c'est qui est assez mal expliquée ou peu expliquée dans le décret, c'est à quel moment l'administration fiscale est au courant des livrets réglementés que vous avez, parce que par essence, à l'exception du PEL et du CEL, les livrets réglementés ne sont pas fiscalisés, ils sont nets de fiscalité et donc n'apparaissent pas dans votre déclaration fiscale. Une dernière petite précision pour répondre à Guillaume et j'en finis. On peut avoir 2 PEL dans un cas unique. C'est en cas de succession. Vous héritez d'un PEL, par exemple du PEL de votre père. Ce PEL n'est pas arrivé à maturité. La maturité d'un PEL, c'est les 4 premières années. Et vous êtes en droit de le conserver. Et donc là, ce n'est pas touché par l'extension et par la réglementation. Merci Charlotte Tamer, directrice conseil chez Yomoni pour cette réponse très complète. Guillaume a sa réponse, donc tolérance jusqu'en 2024. Après, attention. Merci Thibault Lamy. Je rappelle que vous êtes journaliste argent placement chez Capital. Merci à Julien Bouissou qui a préparé cette émission. On se retrouve, merci également à Baptiste Plouchard qui l'a réalisé. On se retrouve dès le mois prochain pour un nouveau numéro du Grand Rendez-vous de l'épargne. Retrouvez le Grand Rendez-vous de l'épargne en podcast sur Radio Patrimoine et en vidéo sur capital.fr.